C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur 3TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, le rendez-vous sportif de tous les vendredis et lundis. Ce soir, nous allons débuter avec le face-au-foot, notamment avec un match avancé entre le RCK et l'AS Police joué ce soir, même comptant pour la 15e journée du face-au-foot. Nous allons nous attarder un peu sur le RCK avec un invité sur ce plateau et nous allons terminer avec le match Paris-Bézax-Seir. Voilà, j'y arrive. Suite à, en tout cas, c'est cette rencontre où il y a eu des problèmes dans cette rencontre. Donc, nous allons nous atteler à parler de cela dans cette émission de ce soir. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Et à ma gauche, je retrouve Issaka Ilboudo. Bonsoir. Bonsoir Sabi Touré. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Vraiment, on est toujours heureux d'être là. Surtout qu'on a la chance d'avoir un invité aujourd'hui. Bien sûr, hein. Ibé Cabré qui fait son retour. Bonsoir. Bonsoir à vous, Samy. Bonsoir à tous les téléspectateurs de 3TV. Ravi de vous retrouver. Oui, c'est toujours un réel plaisir pour moi d'être associé à cet océan de bonheur et d'honneur qui va me permettre donc de placer moi sur l'actualité sportive. Bonsoir. Ah oui, il est toujours au top. Non, il est tout souriant, tout mignon parce qu'il vient de nous rejoindre dans le cercle fermé des jeunes mariés. Donc vous constaterez qu'il est tout luisant. Ça veut dire qu'il est très bien entretenu. Donc c'est qui veut dire que le jeu en vaut la chandelle. Donc merci à vous en tout cas d'avoir fait de cette journée. Voilà. Je le disais, on a un invité sur ce plateau. Il est diplômé en licence A et B de la Confédération africaine de football, diplômé d'entraîneur de football amateur senior, premier et deuxième degré de la Fédération française de football. Il est certifié également en sport management et de premier secours. Il s'agit de Thierry Mouyouma. Bonsoir coach. Bonsoir Samy. Comment vous allez? Moi ça va, grâce à Dieu. Thierry Mouyouma, coach du RCK. C'est cette année seulement vous venez au Burkina Faso pour tenir cette équipe, n'est-ce pas? Oui, comme entraîneur de football au Burkina, oui, mais je suis déjà venu au Burkina en tant qu'international avec mon pays en 2002 quand j'étais footballeur, et je suis revenu aussi comme sélectionneur du Gabon déjà. D'accord. Voilà. Vous êtes bien installé? Installé au Burkina? Oui. Bon, vous savez, quand vous êtes dans le football, vous êtes appelé à partir d'un pays à un autre. Bon, je m'y plais. Je commence à trouver mes marques. Je prends aussi de cours de moto, donc je me familiarise avec l'environnement. En tout cas, bienvenue à vous au pays des hommes inter. Et on va débuter cette émission après cette petite virgule. Voilà, notre invité Thierry Mouyouma, bien installé comme il a dit, on va se retourner vers lui. Alors coach, qu'est-ce qui vous a motivé déjà à venir au Burkina pour prendre une équipe de première division, en l'occurrence le RCK? Écoutez, pour ce qui est spécifique au RCK, c'est le projet sportif. Il faut déjà dire que je vous disais tantôt que j'étais venu ici comme sélectionneur, et ensuite je suis venu dans le cadre de la recherche. Je suis venu ici l'année dernière, je fais des recherches dans le domaine du football. Je travaille sur ce qu'on appelle la controverse. Vous savez, dans le football, il y a plusieurs courants qui s'opposent, qui s'entrechauffent, qui s'entremêlent. Et moi, je travaille dans la controverse. Ce que disent certains, ce que d'autres refusent. Moi, comme je suis de formation hollandaise, donc l'année dernière, j'ai choisi le Burkina pour comprendre un peu comment le football se jouait ici, comment il se développait. Et ensuite, je suis allé au Mexique et aux États-Unis, dans le même cadre. Maintenant, cette année, j'avais plusieurs propositions, notamment celle du RCK. J'ai choisi le RCK parce qu'il y avait un projet sportif qui tournait autour de 3 ans. Il fallait reconstruire une équipe. Et le projet me paraissait intéressant, tentant, et puis j'ai tenté ma chance. Oui, en tout cas, pour entraîner cette équipe du RCK qui était un peu dans le bas du tableau l'année dernière. Et pour continuer avec vous, vous avez été joueur de football, en tout cas un palmarès un peu riche dans votre carrière de footballeur. On va voir déjà un petit tableau qui récapitule un peu votre carrière de footballeur, si la région nous permet. On va voir ce tableau, voilà. Et vous avez joué dans 13 clubs, vous avez eu 64 sélections en équipe A, 10 sélections en espoir, 4 sélections en junior et cadette. Il y a eu 2 sélections également au niveau minime. Alors, coach, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre carrière de footballeur? Écoutez, le football, je pense qu'il m'a beaucoup apporté. Déjà, j'ai été un globe-trotter. Ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de personnes autour du football. Je vois comme certains grands joueurs de la planète. J'ai joué un Romario, c'est pas rien. Je connais Cristiano Ronaldo dans sa jeunesse. J'ai appris à parler certaines langues. J'ai appris à vivre, me faire mes meilleurs amis autour du football. Le football a été, si vous voulez, au départ une passion qui est devenue ma profession.
comme joueur de football. Donc j'ai passé pratiquement 22 bonnes années en tant que footballeur avant de devenir entraîneur de football et manager sportif. Ouais. Donc le football, c'est toute une essence, c'est toute une vie. Et 64 sélections en équipe A, qu'est-ce que vous retenez comme expérience dans ces sélections? Écoutez, pour être précis, je pense que j'ai fait 65 sélections en équipe nationale du Gabon. J'ai été capitaine de l'équipe nationale pendant 5 ans. J'ai participé à une Coupe d'Afrique des Nations comme joueur, une comme 24e, celle de 96. J'ai participé aux Jeux de la francophonie. Il n'y a rien de tel que défendre son pays. Et c'était un honneur. Entendre retentir l'hymne national gabonais, c'était quelque chose qui me palpitait. Mais bon, c'était déjà un pari de jeunesse. Je regardais, j'étais ramasseur de balles, donc j'admirais certains aînés. Et j'ai eu la chance de côtoyer cet aîné déjà. On a partagé la chambre longtemps avec l'ancien libéro de l'équipe nationale, parce qu'on était 2 défenseurs. Donc c'était un honneur de représenter mon pays. Et ça, je le souhaite généralement à tous les jeunes sportifs. Et je le suggère même à mes joueurs de faire carrière. Est-ce que c'était facile en ce moment d'embrasser une carrière de footballeur pendant les années 90 ou 80? Écoutez, c'était pas plus simple hier que ça l'est aujourd'hui. Je pense que rien n'est simple, mais c'était à force d'abnégation, de courage. Parce que le plus dur a été de sortir de mon pays, me retrouver en Tunisie, me retrouver au Portugal à jouer, me retrouver en Afrique. Parce que moi, quand j'arrive au Portugal, dans les années, la fin 90-2000, c'est l'ancien Portugal, le Portugal qui est dur. Et moi, j'ai vu au nord. Et le nord, c'est le fief même du racisme, parce que là, j'entendais dans votre sujet, on parlait de Paris Saint-Germain, de Başakşehir. Donc, je sais un peu qu'est-ce que c'est. Aller vivre à l'étranger, apprendre une langue dans un pays lusophone, pas simple, et qui a une histoire assez forte avec l'esclavage. Donc, le football comme je vous le disais tantôt, le football m'a tout donné. Ouais, et aujourd'hui, vous êtes entraîneur. C'est de passer de joueur à entraîneur. Est-ce que le pont n'est pas assez grand? C'est une question d'envie. Oui. Puis vouloir redonner au football ce qu'il m'a donné. Transmettre aux jeunes, transmettre à la jeune génération. Parce qu'avant d'être entraîneur des seniors, j'ai longtemps travaillé en formation à Bordeaux. Donc j'ai longtemps fait mes gammes à former, à apprendre aux garçons les bases, les rudiments, la technique, ce qui est essentiel à la pratique du football de haut niveau. Voilà un peu. D'accord. Une question pour le coach? Oui, moi, la première question qui me vient comme ça à l'esprit, c'est vrai que vous avez 65 sélections. Est-ce qu'on peut avoir des noms de quelques internationaux gabonais avec lesquels vous avez joué? Peut-être que ça peut nous rafraîchir un peu la mémoire. Je sais que... Écoutez, moi je suis arrivé en équipe nationale du Gabon, pour être précis, la première fois en présélection en 92. Okay. Ensuite, j'ai commencé à jouer. À l'époque, il y avait un tournoi qu'ils appellent le tournoi des Black Stars. C'est les pays francophones qui sont... je suis arrivé et là je trouve François Mégas. Je joue avec Mégas, avec qui j'ai partagé dans la chambre. Okay. J'ai joué avec Pierre Obam, donc le père de Pierre-Emerick. Moi je l'ai vu jeune, je l'ai pris par la main quand on allait en formation en France à l'époque. Et l'anecdote, c'est que le père de Pierre-Emerick et moi on a eu le même cursus. On a eu le même, parce qu'il est passé par Malakoff en Détroit française, je suis passé par là. Ensuite Laval, oui. Et j'ai fait le cheminement de Laval aussi. Ensuite, après c'était pas intéressant. Okay. L'hiver assez rude, je suis dû rentrer au Gabon. Moi j'ai joué le Lefebvre en Norvégis, Guirodjen Zamba. Là j'ai aussi les très grands joueurs gabonais qui certains étaient des professionnels en Europe. Donc j'ai connu cette génération qui fait pour la première fois quart de finale en 96 en Afrique du Sud. C'est vrai. Voilà. Alors, coach, quand je regarde un peu votre parcours, ce que vous avez joué, même les compétitions les plus prestigieuses, vous avez joué ce qu'on appelait en son temps la Coupe de l'UEFA. Vous avez même été demi-finaliste, je crois, avec le club portugais. Les jeunes sportifs. Voilà, vous avez joué. Vous avez également aussi joué la finale de la compétition africaine, de la campagne africaine. Et quand on regarde votre carrière, c'est une carrière quand même assez riche. Vous avez joué à Nîmes en France, notamment. Non, j'ai pas joué à Nîmes en France. J'ai joué à Malakoff. Ensuite, Malakoff m'a ramené à Laval, où j'ai signé un contrat au mois de juillet. Mais à l'époque, il y avait un souci avec la libération. En fait, c'était la méconnaissance du club qui avait mis une objection, une opposition, et j'ai dû repartir le football canon 105. C'était une question d'argent. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de souci. Alors, lorsqu'on interroge votre carrière, effectivement, vous avez connu donc ces grands noms donc du football mondial. Vous citez quelques exemples. Mais aujourd'hui, vous décidez donc
d'atterrir au Burkina Faso pour entraîner un club de première division. Est-ce que pour vous c'est un passage essentiel donc pour pouvoir garnir votre jeune carrière d'entraîneur? Est-ce que c'est un passage obligé que de passer donc par un club de l'envergure donc du Rail Club de Cagliari? Passer par le Burkina, c'est pas rien. Il vous souviendra que le Burkina a été vice-champion d'Afrique il y a 7 ans. Passage essentiel dans la vie d'un entraîneur, pas tant que ça, mais je dirais, comme on dit aux jeunes footballeurs, les voyages fortifient la jeunesse. Je pense qu'à mon âge, partir entraîner si loin de chez soi, parce que bon, j'ai quand même quitté mon Gabon natal il y a très longtemps. Je vivais récemment en France où j'entraînais en R1, donc l'ancien DH. Ensuite, venir au Burkina, c'est une expérience enrichissante. Déjà sur le plan du football proprement dit, sur la lecture du jeu, parce que le Burkina, comme je disais, vice-champion d'Afrique, le Burkina avait un vivier important de footballeurs. Quand vous regardez votre sélection actuelle, les joueurs tous sont en Europe. Donc c'est forcément un championnat qui est regardé à l'extérieur. Et c'est très enrichissant. Mais pour moi, venir ici, participer au développement, parce que d'une manière ou d'une autre, je participe au développement du football burkinabé. J'apporte ma connaissance, j'apporte ma controverse à la façon de travailler des autres. Oui, pour moi c'est important. En partant d'ici, je ne sais pas quand, je serai parti avec quelque chose d'autre. Oui. En parlant de carrière d'entraîneur, vous avez commencé à entraîner des équipes de petites catégories. On va voir un tableau aussi qui récapitule un peu votre carrière d'entraîneur jusqu'aujourd'hui. On va voir, et vous avez commencé avec le U9, entraîneur U9, U13, U15, la sélection nationale des U20. Vous avez été champion du Gabon en D3 et en deuxième division. Vous avez été entraîneur de Standard FC Monterre, voilà, R1. Montataire en réserve en France. Voilà. Alors, dites-nous, vous commencez avec les petites catégories. Comment ça se passe avec les jeunes? À la limite, on fait crèche. Quand vous avez les U9, parce que les U9, c'est la catégorie qui regorge les U6, les U7. Et quand ils viennent, certains, c'est l'initiation. Qui dit l'initiation, leur apprendre le football. Inciter les parents à amener ces gamins au football. Donner envie à ces garçons. Mais quand ils viennent, ils ne sont pas encore décidés à faire carrière. Ils découvrent le football, mais il y a des fortes chances qu'ils deviennent basketteurs, volleyeurs, qu'ils fassent autre chose. Et là, pendant que vous leur enseignez le football, ils ont 2 fois envie d'aller faire pipi. Donc c'est un peu la difficulté quand on entraîne les U9. Oui. Mais c'est vrai que les U9, ils jouent sur des plateaux restreints, c'est du football à 7. À ce temps-là, ils jouaient du football à 7. Et moi, j'étais responsable de catégorie l'année d'après en U13. D'accord. C'est qu'il y avait... Enfin, la chose intéressante avec ces gamins, c'est que tout chez eux est naturel. Ils ne calculent pas. Ils vont faire un geste, c'est naturel. Ils ne vont pas regarder ce qu'ils ont vu la veille et refaire. Parce que ce problème, vous commencez à l'avoir avec les U15. Les U9, U10, U11, c'est de l'instinct qui domine. Et nous, à ce niveau-là, on a envie de leur donner, les inciter à faire carrière. Et moi, comme je venais d'arrêter, parce que quand j'ai arrêté ma carrière professionnelle à Bahreïn en 2007, je continue à jouer 4 ans en amateur. Parce que le plaisir du jeu, donc je continue à jouer. Pendant que je continue à jouer, je passais mes diplômes et je m'occupais des U9. Et ensuite, je vais m'occuper des plus grands dans la région de Bordeaux. Et à cette période, Laurent Blanc était sélectionneur de la France et Blanquet. On mettait en place la recherche, c'est-à-dire que les Français mettaient des pôles pour aller récupérer ce qui se passait à Barcelone. La typologie. Il fallait travailler sur la typologie du joueur, quel type de joueur il fallait qu'on recrute en France, pourquoi des joueurs pas très grands, pas trop petits, cette fameuse histoire de quota. Donc moi j'étais dans la direction technique à Bordeaux. Il y avait un collège d'entraîneurs qui devait réfléchir comment jouer, pourquoi se retourner très vite, pourquoi ne pas jouer avec des grands derrière, essayer d'adapter les tailles. Et puis après j'ai eu l'opportunité d'aller au Gabon. J'ai entraîné le FC 105, qui est l'un des clubs les plus importants au Gabon, 12 fois champion du Gabon. Certainement vous devez le connaître. Bien sûr. Le Gabon 105. Voilà. Et le 105 était descendu en D3. Il fallait le ramener. Donc sous 2 ans, on a refait la montée. On a été champion en D3, champion en D2, et on est remonté en première division gabonaise. Puis en 2016, j'ai décidé de repartir en Europe, parce qu'il fallait que je parte. En temps, j'ai eu la sélection des U20. Après l'élimination, les éliminatoires de la catégorie, je suis reparti en France. Justement, avec les U20, quelle expérience vous tirez de cette équipe? Parce que ce sont des jeunes aussi, et à entraîner les jeunes, vous avez dit, c'est un peu difficile. Et les U20, ils sont quand même à la limite des seniors. Oui, c'était un projet sportif alléchant en rapport avec la DTN. En ce temps, le DTN Gabon était un Portugais que je connaissais.
Garrido d'ailleurs, qui aujourd'hui entraîne en Arabie Saoudite. Le but c'était de trouver un fichier, parce que le football gabonais à un moment, sa vie s'était perdu. Il n'y avait pas de réserve. Et il était important pour nous en catégorie U20 de trouver une quarantaine de joueurs et faire le pont vers les U23, faire monter ces catégories pour qu'enfin ces garçons autour de 2015-2016 soient le réservoir de l'équipe nationale du Gabon. Et on a été tout heureux parce que 3 au jour d'aujourd'hui des anciens joueurs sont des joueurs réguliers en équipe nationale A du Gabon. Donc c'était ce côté assez alléchant. Et d'ailleurs on est venu faire des matchs amicaux. On a été invité par la Fédération burkinabé de football. On est venu faire des matchs amicaux ici en 2016 avec cette équipe. Donc c'était captivant, c'était intéressant. Et ça nous permettait nous aussi de nous améliorer sur le plan du jeu. Parce qu'il y avait en éliminatoire, vous avez le besoin du résultat, mais avant, vous avez surtout la manière, la façon de jouer. Et c'était très important. D'accord. Et aujourd'hui, vous voulez une question? Oui, ben bon, je suis c'est très intéressant de vous écouter au regard quand même de l'immensité de votre carrière. Mais on va peut-être, moi je vais rebondir un peu sur votre présence au Burkina qui concerne forcément le RCK. Alors, quand on a été un globe-trotter, on a un peu tourné, on a vu les verts et les pas mûrs, on se retrouve au Burkina dans un club aussi, je ne dirais pas très prestigieux, modeste, comme le RCK. Quelles sont les difficultés et comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Et voilà, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à l'heure actuelle, bon, au niveau du RCK, comment est-ce que vous vous sentez? Comment le club? Parlez-nous un peu de votre... Voilà. Oui, mais il faut quand même qu'on remette les choses. Le RCK, c'est un grand club. Grand club, il y a une différence entre un grand club et une grande équipe. Le RCK est un grand club qui, aujourd'hui, a des titres. A été champion du Burkina, a gagné la coupe. Et les récents entraîneurs du RCK, ce n'est pas des moindres. Aujourd'hui, nous avons le sélectionneur du Burkina oui, qui est l'ancien entraîneur du RCK. Nous avons le sélectionneur des locaux du Burkina qui est l'ancien entraîneur du RCK. Donc c'est quand même un club qui, je pense, vu de son histoire, a permis à certains non seulement de s'aguerrir ou à profiter de l'expérience des uns des autres, s'est construit au travers de ses résultats et a peut-être connu une période de traversée de désert. Mais qui est dû à quoi? Le réel problème du football africain, c'est, je pense, l'amateurisme des dirigeants sportifs qui ne sont pas encore en phase avec le management sportif. Ça, c'est l'un des problèmes. Et le deuxième, c'est l'argent. Où aller chercher l'argent? Comment le ramener? On a tout le temps l'impression que l'argent ne peut venir que sous forme de sponsoring, de dons. Mais il y a beaucoup autour du football, beaucoup d'opportunités de pouvoir obtenir de l'argent. Et ça, c'est l'un des problèmes qui existent forcément dans le RCK actuel où je suis moi entraîneur. Ah oui. Et pour votre première dans le Faso Foot, comment vous trouvez le niveau général des équipes? Oui, le niveau général, il est assez bon, je dirais assez bon. Assez bon, pourquoi? Parce que la première chose que je note ici, c'est que le championnat, il est compétitif. On donne une date de départ, il commence, même avant que je vienne ici. J'avais constaté ce fait quand je suis venu l'année dernière, et même en 2016. En Afrique subsaharienne, c'est l'un des championnats les plus performants. Peut-être pas attractif parce que les gradins sont encore vides, mais ça c'est peut-être dû aussi à la qualité, mais ça viendra avec le temps. Et il y a 3 semaines en arrière, j'ai regardé le DTN qui aujourd'hui, je pense qu'il est c'est ça, qui est commissaire, il est aujourd'hui commissaire FIFA, qui parlait de l'importance et l'amélioration du football, la typologie, comment on va progresser. C'est-à-dire que c'est toute cette controverse qui va permettre au football burkinabé dans quelques années d'être plus attractif. Mais de manière générale, c'est un très bon championnat qui est compétitif. Maintenant, il ne faut pas se caler là-dessus pour comparer avec la prestation des clubs en compétition africaine. Parce que là, c'est différent. C'est totalement différent. D'accord. On va progresser un peu, mais on va aller sur votre terrain d'entraînement, puisqu'on vous a un peu suivi sur votre terrain d'entraînement avec votre club, le RCK. Oui. On va voir une vidéo illustrative de comment vous entraînez, comment vous faites avec vos éléments. Et on va aller en parler après. Voilà. Et déjà, vous êtes avec vos adjoints. Il y a Daouda Diakité, il y a un autre qui est là. Et sur le terrain, je vois que vous parlez beaucoup avec les joueurs, coach. Oui, c'est une méthodologie bien choisie. C'est-à-dire que nous sommes dans l'analytique. L'analytique permet aux footballeurs d'être expressifs, de démontrer aux garçons quelle est son erreur à l'instant présent pour la corriger. Parce que des fois, le garçon physique va attendre le lendemain, vous lui dites hier tu l'as fait, il ne peut pas visualiser. Et donc c'est très important d'être au centre, au milieu de cette chose-là. Parce que
Le comment joue une équipe, ce dont on parle, le jeu. Mais le jeu détermine généralement la personnalité de l'équipe. C'est comment une équipe joue. Et ensuite, c'est le caractère de son entraîneur. Et c'est important que je sois au centre des choses parce que je suis porteur de cette façon de jouer. Je suis porteur de ce jeu positionnel. Nous, on l'appelle jeu positionnel. D'autres pourraient l'appeler jeu de possession. Mais c'est important. Et je bénéficie pour mettre en place ce jeu positionnel de Cédric Moubamba, qui est celui que vous appelez mon assistant. Oui, votre assistant. Bon, j'aime bien le mot assistant. Mon collègue. D'accord. Mon collègue, il est de nationalité gabonaise, c'est un ancien footballeur international. D'accord. C'est un garçon qui a 120 sélections. Ok. Ah oui, lui, il a fait 3 Coupes d'Afrique des Nations. À côté, vous avez Diakité, qui est vice-champion d'Afrique burkinabé. Donc, c'est une très bonne expérience pour nous. Et nous avons aujourd'hui un groupe où certes les niveaux sont disparates. Ça, c'est notre réel problème aujourd'hui du RCK. D'accord. Et on a vu dans plusieurs interviews où vous avez eu à mentionner que vous avez les joueurs, vous n'avez pas les joueurs qu'il vous faut, il vous faut en tout cas des joueurs qui savent marquer des buts, un joueur, un bonhomme qui peut en tout cas aller chercher le but, un finisseur en quelque sorte. Non, je pense que c'est à peu près ça, mais c'est pas ce que j'ai dit. Je disais, on ne trouvera jamais un footballeur buteur providentiel. Il n'existe pas. On façonne le footballeur. C'est comme le talent. Les gens parlent du talent, mais le talent, c'est quand on constate qu'un garçon est talentueux. C'est à la fin du processus de formation. Donc nous, au jour d'aujourd'hui, on veut que nos garçons aient du caractère. Parce que marquer un but, c'est la chose la plus difficile en football. Il faut vouloir. Ce que nous constatons, c'est que nos milieux de terrain, par exemple, veulent se limiter à la tâche de donner des ballons. Ça voudrait dire quoi? Il nous manquera toujours de la présence devant le but. Les latéraux, on s'est dit, nous on est là pour faire des centres. Alors que c'est totalement faux. Football moderne, tout le monde peut marquer. Et c'est le type de football que nous pratiquons. Mais à cela, il faut ajouter qu'on a besoin de renforts. On a besoin quand même de 2 ou 3 profils devant qui vont nous proposer beaucoup de profondeur et de la verticalité. Parce que les défenses ici, ce soir, on a joué contre une équipe qui laissait forcément 40 mètres derrière elle. Et les 40 mètres sont exploitables. Mais pour les exploiter, il faut un type de joueur adapté. D'accord. Oui, mais peut-être. Allez-y. Alors, moi, j'ai une petite observation par rapport au jeu positionnel, sinon le jeu possessif dont le coach prône dans ce face-au-foot. Mais en même temps, c'est bien, c'est très beau. Moi, je suis de ceux qui restent très admiratifs du jeu du RCK. Je l'ai toujours dit. Lorsque j'ai vu l'équipe bleue jouer 2 fois, j'ai dit voilà l'une des équipes prometteuses de ce face-au-foot. Ça joue très bien au ballon. Et lorsque les victoires tardaient à venir, moi j'ai dit il faudrait surtout pas que voilà, on se précipite. Voilà. C'est une équipe donc qui veut se donner une identité de jeu et tout. Maintenant, après 15 journées, j'ai aussi un petit bémol que je vais mettre par rapport à ce système de jeu, à ce modèle de jeu donc qu'il veut imprimer dans ce face-au-foot. Quand je regarde le RCK aujourd'hui, ça fait 19 points à nos jours, avec un goal différentiel de -8. Ça veut dire que c'est une équipe qui encaisse beaucoup. Qui attaque aussi beaucoup. Qui attaque beaucoup. Et moi, je dirais que peut-être, c'est là aussi, on peut aussi imputer ça peut-être à la non-maîtrise de l'environnement, sinon même de l'historique du face-au-foot. C'est vrai, ça joue bien, mais à un moment donné, le RCK, c'est une équipe qui ne sait pas faire le dos rond. On est aussi obsédé à faire ce jeu de possession, à aller tout le temps vers l'avant. Et lorsque vous vous retrouvez en face d'une équipe dont la qualité, la valeur intrinsèque des joueurs individuellement pris face au RCK, ça contraste, donc ça pose véritablement problème. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous regardez les équipes qui sont positionné au haut du tableau, RCK a toujours eu des problèmes face à ces équipes-là. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être cette équipe n'est pas au meilleur, ou du moins n'a pas encore les performances qu'elle souhaite, parce que on ne sait pas à un moment donné jouer avec les freins à main. Et quand vous interrogez l'histoire du face-au-foot, c'est extrêmement important. Même les équipes qui ont parfois aligné les championnats 3 ou 4 fois, ça parfois c'est des équipes qui ont su par moment se faire dominer, laisser la balle à l'adversaire. Je ne sais pas si à un moment donné ça va venir, mais c'est que aujourd'hui le RCK s'ouvre quelque peu de ces syndromes-là. Sinon c'est une équipe dans l'ensemble. M'amène à poser la question de savoir, est-ce que vous êtes compris au RCK? Est-ce que les joueurs vous comprennent? Et puis moi j'allais ajouter, est-ce qu'ils vous comprennent?
est-ce que le projet que vous êtes en train de chercher à implémenter ou à mettre en place avec l'équipe du RCK, est-ce que, à votre âme de conscience, vous pensez que c'est des systèmes qui peuvent prendre dans un laps de temps, ou ce genre de projet, on a besoin vraiment de vous offrir une longue période d'assimilation? Autrement dit, est-ce que vos employeurs sont dans cette logique ou dans cet état de fait? Vos questions ont plusieurs volets. Ouais. C'est vrai qu'à un moment je me suis perdu, mais elles ont plusieurs volets. Il faut comprendre que quand on part pour un projet sportif, il faut se donner du temps. Si on ne se donne pas du temps, ça ne s'appelle pas projet, ça s'appelle résultat immédiat. Mais si vous voulez des résultats immédiats avec une équipe qui était 15e la saison d'avant, et que l'entraîneur qui est arrivé n'a pas trouvé une ossature, ça veut dire que c'est une utopie. On se ment à soi-même. Mais c'est la pire des choses en sport, se mentir à soi-même. Donc il faut être réaliste. Donc, la réalité voudrait quoi? Qu'on se donne du temps à nous tous. Qu'on trouve nos marques. Qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on apprenne à travailler ensemble et qu'on apprenne à s'accepter, s'accompagner. Ça, c'est la première des choses pour mettre en place l'équipe du RCK. Maintenant, sommes-nous suicidaires? Je ne pense pas que mon encadrement soit suicidaire. Pourquoi on ne l'est pas? On n'est pas en train de dire qu'on propose une façon de jouer à des garçons qui n'adhèrent pas. Moi, je suis là depuis 4 mois. En 4 mois, dans le face-au-foot actuel, on n'est peut-être pas leader. À chaque fois que nous avons joué, nous avons toujours eu la possession. On s'est toujours créé des occasions. 2 fois même des occasions immanquables, un peu comme ce soir. Vous me direz, bon, tout se manque en football. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'adhésion des joueurs. Mais l'une des choses qu'il fallait faire au départ, c'était de trouver une ossature. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un groupe. Nous avons un first 11, donc un 11 de départ. Nous avons même mieux, nous avons un 9 fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un socle de 9 forts caractériels. Et pas les moindres. Nous avons en notre sein 2 gardiens de carrière internationale et un jeune promoteur, le jeune Yves qui a joué aujourd'hui, à qui j'en ai un diplôme à 17 ans d'âge. Oui. Comme quoi, vous en gagnez la valeur à temps point. Nous avons Baba Yore, qui est gardien international que je ne vous présente pas, l'un des meilleurs d'Afrique. Nous avons Adama. Donc ce secteur, nous sommes, on va dire, plus que satisfaits. Maintenant, il faut qu'on se rassure. Il faut travailler des automatismes. Il faut arriver à faire le travail d'assemblage. C'est ce que nous réussissons à faire. Quand vous regardez notre équipe jouer, nous arrivons pratiquement jusqu'à l'avant-dernière ligne, la ligne médiane, en position offensive. Ce qu'il nous faut, comme je disais tantôt, c'est ces hommes capables de donner des profondeurs. On aurait pu choisir des joueurs comme les autres. Parce que beaucoup d'entraîneurs qui sont ici, ils ont déjà du vécu, ou ils ont été formés soit localement, ou le cheminement allemand, qui incite quoi? Le rapport force, la puissance, le jeu direct et le jeu de contre. Ça, c'est même pas moi qui l'ai dit, c'est le DTN quand je l'ai écouté. Parce qu'on a beaucoup, je pense qu'ici, parce que sans certitude, on a quand même beaucoup travaillé sur cette fameuse contre-attaque. Bloc médian ou bloc bas et on contre. Mais comme nous, en développement, on est plus dangereux pour nous-mêmes. Parce que l'équipe qui a le ballon s'expose. On se fait souvent contrer. C'est pour ça que la tendance sur le goal average, je ne m'arrête pas beaucoup. Pour regarder même au très haut niveau, toutes les équipes qui attaquent s'exposent au contre et prennent des buts. Nous, ce que nous voulons, c'est gagner des matchs, ne pas dans un premier temps faire attention au goal average, glaner de points, nous rassurer, assurer le maintien et ensuite de manière intellectuelle, on va se libérer mentalement. Ça, c'est la projection aujourd'hui sur le plan technique qui est la nôtre. Mais dans cette projection, on essaie d'amener avec nous tout l'ensemble du club. Après, à côté de ça, oui, je suis d'accord avec vous quand vous dites il faut construire avec un groupe assez mûr. Mais ça, malheureusement, mon cher Abbé, moi, quand je suis arrivé, c'est pas ce qu'on nous a donné. Mais la difficulté, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a 4 mois arrière, l'RCK n'avait pas 8 joueurs de football. C'est que ça veut dire qu'on n'avait pas 8. Mais aujourd'hui, on a une liste de 30 qui est déposée à la Fédération burkinabé de football. Ça veut dire qu'on a fait un travail de recherche. Dans ce travail de recherche, il y a des risques de se tromper. Mais on s'est trompé. Ça, je vous l'avoue, on s'est trompé dans notre recrutement, à certains niveaux. Maintenant, la chance que nous avons, c'est bien finir les 2 dernières journées et c'est de réajuster notre coup à la période du mercato. Alors, je vais rebondir avec peut-être une autre question. Lorsque vous écoutez calmement le coach, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans un projet, quelqu'un qui s'inscrit dans la dynamique de la DTN et dans une philosophie de deux. Ça dit que tout est, pour lui, tout doit être articulé
autour de quelque chose, c'est-à-dire autour de la vision de la DTN, autour d'un projet. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le RCK a l'organisation administrative qu'il faut pour vous permettre donc d'asseoir ce que vous pensez mettre en place ici au Burkina? Objectivement parlant, non. À cette question, je suis affirmatif, non. Mais vous, comme vous le savez, la perfection n'existe pas. Elle est dans nos actes. Donc chaque jour, on essaye de nous améliorer, essayer d'avancer vers cette perfection des actes, en posant des actes constructeurs surtout. Ça, c'est l'intérêt aujourd'hui qui doit dicter tous ceux qui travaillent autour du RCK. L'encadrement technique, les dirigeants, parce que nous sommes un club qui a un projet de reprise. Et le projet est dénommé projet de restructuration. Quand vous restructurez, vous ne restructurez pas que sur le plan sportif. Parce qu'en réalité, le sportif, il tient sur quoi? Il tient sur tout ce qu'il y a autour du jeu. Donc, c'est le terrain d'entraînement, c'est peut-être des vestiaires, parce que que facilite les vestiaires? Les vestiaires facilitent l'état-esprit, le vivre ensemble, le groupe qui apprend à prendre les coups ensemble et se protéger. Et comme à votre question, je dis non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas parés à ces éventualités. D'accord. Alors, coach, comment se passe la collaboration avec le staff en fait? Le staff que vous avez trouvé un noyau et vous êtes venu avec votre assistant, voilà. Et comment se passe la collaboration? Avec le staff technique. Mais le staff technique, on n'a pas trouvé le staff technique. Ah. Diakité, il était Diakité, souvenez-vous que Diakité jouait encore la saison dernière? Oui. Donc le staff technique qui est en place, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en ce cas, on a l'impression que c'est une maison que vous louez et vous amenez votre meuble. Donc l'encadrement technique qui est en place est arrivé. Nous sommes tous nouveaux. Diakité, Cédric et moi, nous sommes tous nouveaux. Le seul qui est là avant, c'est l'intendant. C'est Abou et c'est le kiné. D'accord. Voilà. Les autres, nous sommes nouveaux. Et les joueurs également, sur la trentaine, nous avons 23 nouveaux joueurs. D'accord. Mais j'ai envie de vous poser une question. C'est vrai, ça court pas les rues d'avoir des entraîneurs de votre calibre quand même dans notre championnat. Je veux savoir, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Thierry Mouyouma sera au RCK jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que voilà, dans les perspectives, ou bien cela ne dépend pas forcément de vous? Bien heureux. C'est lui qui peut se dire aujourd'hui ce qui va se passer demain. C'est d'accord avec moi parce bien que sûr. Nous sommes déjà sur le plan spirituel, je pense qu'il est prétentieux. C'est prétentieux de ma part de dire l'année prochaine je suis ici. Je peux pas. Parce que déjà demain je ne sais même pas si je suis debout. Tout dépend du créateur. Maintenant, j'entends bien votre question. Aussi je la comprends. Vous voulez savoir si je me suis inscrit sur la durée? Oui. Monsieur, quand je vous parle du dispositif mis en place pour permettre au SK de jouer, vous regardez avec attention qu'on s'inscrit sur la durée, sur le plan sportif. Maintenant, vous posez la question sur le plan contractuel. Le football est fait de ces va-et-vient. Oui. Aujourd'hui, vous êtes ici, demain, vous êtes peut-être là-bas. Maintenant, ça sera peut-être en fin de saison ou en décembre, on fera le point avec les dirigeants. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on peut améliorer? Si on ne peut pas améliorer, qu'est-ce qui se passe? On regardera ensemble. C'est des hommes réfléchis, des gens, des chefs d'entreprise, des gens qui ont la tête sur les épaules. Ils regarderont ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a pu améliorer. Parce qu'il vous souviendra quand même qu'il y a 4 mois, le club était relégable. S'il n'y a pas la situation de Covid, on ne sait pas qu'est-ce que devient le club, peut-être. C'est ce que je veux dire. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout le monde doit se préoccuper à la reconstruction du club en se posant les bonnes questions et en posant les bons actes. En posant les bons actes, c'est surtout ça. D'accord. Donc on a tendu notre micro à Daouda Diakité, qui est l'entraîneur des gardiens de but, qui parle de vous. On va l'écouter. Comment ça se passe la collaboration? Je peux dire que ça va, il n'y a pas de problème. La collaboration se passe bien. Toutes les décisions, les entraînements, on discute tout ensemble avant d'entamer l'entraînement. Socialement, ça va. C'est déjà, il nous a montré qu'à part le football, il est une personne, un grand frère, quelqu'un qui est, je ne sais pas comment je veux dire, c'est-à-dire, c'est comme il est venu comme
il est venu dans une famille. C'est-à-dire, ça va, il n'y a pas de problème. Dehors du terrain, on se comporte comme des frères, des amis, on vit normal. Mais c'est quand on revient au terrain que voilà, le travail, le business est différent. Sinon, hors du terrain, on est des amis, on est des frères, on vit ensemble, on prend des pots ensemble, voilà, puis ça va quoi. Est-ce que vous pensez qu'avec lui, vous pouvez avoir le titre cette année? Bon, moi je vais... pour le moment, moi je pense que c'est possible avec lui, mais je pense qu'il faut qu'on parte doucement, parce que quand tu regardes ce qui s'est passé l'année passée, je pense qu'on doit chercher d'abord un niveau et maintenant penser au titre. Sinon, je peux dire que c'est un entraîneur qui a de la qualité, c'est un entraîneur qui est très bon. Avec un bon effectif, l'entraîneur peut aller très loin, on peut faire un bon truc. Mais pour le moment, je pense que ces idées aussi, c'est comme je le pense, il faut avoir un niveau avec l'équipe d'abord avant de passer au titre, quoi. Voilà, Daouda Diakité qui parlait du coach. Alors, réaction coach, il le dit clairement, hein, il faut d'abord avoir une assise avant de penser au titre. Oui, et cette fameuse assise passe par des bases solides, administratives, sportives, un projet de jeu, des hommes pour l'animer, parce que sans hommes, en réalité, on ne peut rien faire autour. Oui. Aujourd'hui, je pense qu'avoir Diakité, Jean-Marie Vibro marche déjà pour sa carrière, parce que je l'ai connu un peu quand il était au Gabon, il était joueur au CF Mounana. Avoir Cédric à côté, c'est des ressorts assez essentiels pour moi. Je suis sûr qu'avec eux, on peut aller de loin. Maintenant, nous sommes en train de ménager notre monture du côté sportif. Parce que côté extra, il faut construire. Mais vous savez, quand vous mettez un projet, vous partez d'un monde où c'est professionnel à 100%. Vous arrivez dans un monde semi-professionnel, qu'on se le dise honnêtement. Le football en Afrique subsaharienne est encore semi-professionnel. Même si dans les textes, nous sommes dans les statuts, on dit professionnel. Le professionnalisme, c'est l'état d'esprit. Et nous ne l'avons pas encore à 100%. On tente à avancer vers ce professionnalisme. Et le plus important quand on veut construire, on veut être professionnel, c'est déjà la disponibilité. Et quand les gens ne sont pas disponibles, les gens ne sont pas actifs, à défaut même qu'ils soient réactifs. Quand on est dormant, c'est très très compliqué et ça prend beaucoup de temps. D'accord. Donc on s'est approché aussi de quelques joueurs qui jouent avec vous cette année. Et 3 joueurs, on parle de vous. On va les écouter et on revient sur ce plateau, coach. Merci. Je dirais que ça se passe plutôt très bien. Je pense que l'entraîneur est arrivé avec un nouveau style, une nouvelle manière vraiment de faire les choses. Voilà, au début ce n'était pas du tout facile, mais je pense qu'au fur et à mesure, on commence à nous adapter. Voilà, déjà moi particulièrement, je me sens très bien dans ce système de jeu. Du moment où on doit déposer le ballon, voilà, il est adepte du beau jeu et je pense qu'avec la technique que j'ai, vraiment j'arrive à m'adapter. Donc ça se passe très bien. Oui, je dirais que c'est une personne formidable, c'est une personne vraiment que moi je trouve très bien. Voilà, en dehors du terrain, je pense que j'ai beaucoup de relations avec ce dernier. On s'est connus il n'y a pas très longtemps. Voilà, mais déjà je le prends comme vraiment un grand frère qui ne mâche pas les mots. S'il n'est pas content, il le fait savoir. Donc je pense qu'on arrive vraiment à nous adapter avec sa manière de faire. C'est une personne formidable et on apprend beaucoup avec lui. Oui. Très bien, voilà. C'est une nouvelle façon de travailler pour certains. Bon, tout se passe bien actuellement. On arrive à assimiler les exercices, on arrive à comprendre. Et je pense qu'après 2 mois déjà passés ensemble avec l'entraîneur, tout se passe bien. Voilà. On avait des difficultés au départ, en début de championnat, mais par la grâce de Dieu, tout rentre en ordre. Et les victoires commencent à nous sourire et on espère continuer sur cette lancée. Voilà. En tant que personne morale et hors du terrain, comment vous le trouvez? Ouais, c'est une super personne. En dehors du terrain, c'est un père pour nous. Il nous prend comme ses enfants aussi, c'est comme ses petits frères, donc tout se passe bien. Il a sa manière de faire sur le terrain et en dehors. Donc on le comprend quand on est sur le terrain et en dehors du terrain aussi, c'est toute une autre personne. Donc nous sommes contents de l'avoir comme entraîneur et en même temps grand frère et père parce qu'il nous donne des conseils, il nous oriente sur ce qu'on doit faire et sur ce qui est demandé du plan de vue professionnel, sur le travail. En tout cas, il nous donne de bons conseils et il nous aide en tout cas. Il nous aide dans l'ensemble.
Bon, je dirais que c'est une nouvelle manière de travailler, vu que c'est quelqu'un d'autre nationalité. Et sa manière aussi de travailler, pour nous, c'est une nouvelle manière de travailler. Et on essaie c'est pas facile, on essaie de rester dedans et de faire avec, tout en expliquant, en l'écoutant. Et si on n'a pas compris, on cherche toujours à demander et puis il nous explique. Je pense que c'est comme ça qu'on travaille, ça marche. Bon, c'est pas qu'on ne comprenait pas, mais il voulait mettre quelque chose en place. Et il continue. Et en fonction des jeux, on corrigeait au fur et à mesure, en fonction des matchs. Et il y a certains trucs qu'il a compris. Nous aussi, vu qu'ils ne connaissaient pas le championnat comme ça, nous aussi on a essayé de contribuer. Vu qu'il y a des grands frères ici, Élisée, Baba, eux aussi ils ont contribué à le montrer à certains trucs. Lui aussi il a compris, on a essayé de rester toujours dans la philosophie et corriger certains trucs. Voilà pourquoi ça commence à aller un peu. Et j'espère que ça va continuer. Bon, je vais emprunter les mots du coach quand on est allé en conférence de presse. Il a dit que on ne peut pas dire qu'on va remporter le titre en n'étant même pas maintenu. Donc je dirais que si on est maintenu d'abord, je pense que si on a l'occasion de prendre le titre, on ne va pas cracher dessus. Donc je pense que c'est ça, on va y rester dessus. Voilà, coach, beaucoup de choses ont été dites et je retiens que sur ce dernier, il maintient toujours que le titre, il faut d'abord chercher le maintien. Il y a le réalisme quand même. Il y a le réalisme qui est là. Voilà ce que je voulais dire. Oui, bon, c'est trois, Baba, oui. Nick, Christian, c'est des gens formidables. C'est pas que eux, mais eux, j'ai une relation fusionnelle particulière avec beaucoup de joueurs. Si vous voulez, je suis quand même de formation, j'ai fait, dans le cadre de mon sport management, j'ai fait beaucoup de sociologie et la psychologie. Alors, en venant dans cet environnement, il a fallu identifier l'endroit où je me trouvais. Je ne peux pas entraîner des joueurs, des footballeurs majoritaires burkinabés comme j'entraînerais les garçons en France. Il faut prendre en compte l'environnement, l'échange et aussi les mots. Vous voyez ? D'accord. Quand nous sommes énervés, chaque entraîneur a sa façon de réagir. Et moi, je vais dans ce qu'on appelle les jurons, les palabrons. C'est pas que j'injure le joueur ou je m'injure moi-même, mais c'est des mots de sportifs qui sortent et ils sont dans une langue que j'ai beaucoup pratiquée. Ça peut être en anglais ou en portugais. Donc au départ, ça pouvait frustrer certains. Avec le temps et avec le concours de Baba, des Diakité que eux ont eu des entraîneurs anglo-saxons, des lusophones, ils arrivent à expliquer au groupe. C'est l'une des choses. La deuxième, c'est que nous avons mis en place un modèle de vie basé sur le communisme. Parce que hors sport, je reste un être humain. J'ai mon penchant qui est très proche du communisme, de la révolution. Donc c'est important de pouvoir vivre ensemble. Comme disait un grand homme de ce pays, on préfère l'eau pour tous et pas le shampoing pour peu. Donc vous comprenez que quand vous avez cette façon de penser, vous devez construire votre équipe comme vous voulez. Et je vous parlais tantôt du caractère de l'entraîneur. C'est mon caractère qui doit prédominer dans mon équipe de football. Donc les garçons doivent s'accepter, d'avoir apprendre à vivre ensemble comme des frères. Et c'est ce que nous sommes en réalité. Nonobstant la nationalité des uns et des autres, nous sommes des frères africains. Bien sûr. Et ça c'est très important. Et c'est ce qui va nous permettre à nous, déjà de nous maintenir. Maintenant, je prends l'exemple d'une équipe, vous vous maintenez. Donc il y a une barre de points à atteindre, certainement 25 ou 30. Vous les avez atteints. Vous jouez le championnat. Les victoires arrivent les unes après les autres. Vous êtes à une journée de la fin du championnat. Vous allez refuser le titre ? Non. Pas du tout. Donc il faut déjà prendre les matchs les uns après les autres et ensuite le reste, c'est du domaine de Dieu. D'accord. On constate également que au sein de votre équipe, vous avez un compatriote qui joue au RCK. Oui. Il est venu avec vous ou bien ça a été une coïncidence que vous croisez au Burkina ? C'est un joueur qui nous a été conseillé. Vous savez, quand vous entraînez comme nous, vous travaillez avec les réseaux d'agents et de connaissances. Et mon collègue gabonais, donc Cédric, le connaissait du Gabon, l'avait vu jouer. Et comme nous actions, la qualité première de recrutement, c'est la technique, la technicité. Parce que les autres, tout se développe ensuite. L'état mental, le psychique, le physique. C'est un Gabonais qui a une qualité technique. Cédric me l'a proposé avec un agent qu'on connaît. Puis nous l'avons recruté, mais c'était l'international gabonais. D'accord. Parlons à présent de la 15e journée du Faso Foot, un match joué ce vendredi même. On va voir le résumé de cette rencontre. Voilà, 1 minute de silence d'abord pour rendre hommage à le chargé de communication du RCK, Paulin Zongo. Voilà. Et la partie démarre un peu timidement. Les 40 premières minutes, il n'y a pas eu d'occasion. Jusqu'à cette action où Abem gagne cette frappe où il déclenche et met le portier qui était là. Le meilleur
gardien quand même du mois. L'action était bien construite. Augustin Abem, il va se retrouver étrangement bénéficiaire donc de ce deuxième ballon et il va frapper donc malheureusement ou heureusement Daniel Savin était là, il a pu intervenir pour sauver le meuble. Et en seconde période, Ibé Cabré, l'AS Police qui prend le contrôle du ballon, vous allez voir sur une deuxième action où il y a eu un peu du feu dans le camp du RCK, cette frappe où le portier qui s'est déployé de tout son long pour prendre le ballon. Là, la frappe a été bien ajustée, ça veut dire que c'était pas trop papier mais suffisamment dangereux quand même pour inquiéter le gardien qui à mon avis a fait une petite erreur donc de saisir. Il a tenté donc de saisir le ballon alors qu'il avait quand même la possibilité donc de le mettre hors d'état de nuire. Oui. Et malheureusement il n'arrive pas à le capter, à le dompter. Oui. Et l'attaquant donc qui se retrouve bénéficiaire de ce ballon n'arrive pas non plus aussi à se redresser. Un gardien de 17 ans, il faut le préciser. Et sur cette dernière action où le RCK est pas la dernière, voilà, ça c'est une action. Un centre-shoot qui a failli prendre. Là c'est la dernière action où le RCK pouvait plier le match. Isaka. Oui, sur cette action, on a vu tout le stade s'est levé parce qu'on avait cru que c'était pratiquement la balle de match, les 3 points. Mais malheureusement, comme coach l'a dit, au football, tout arrive. Et par moment, il arrive que les actions les plus simples sont les plus difficiles à réaliser. Et apparemment, c'est ce qu'on a constaté. Ibé, sur cette action, qu'est-ce que Abem, Augustin, Assami, bien sûr, devrait faire? Non, c'est Augustin Abem. C'est Augustin Abem, justement, il a fait simplement de Augustin Abem parce que lui, c'est un très bon joueur de football. Malheureusement, il n'est pas très performant devant le but. Et vous savez que lui, c'est un joueur pratiquement unijambiste. Oui. Et là, il s'est retrouvé donc sur son mauvais pied. Alors que le pied droit n'est pas suffisamment travaillé. Donc, il a voulu faire ce petit crochet, soit pour retrouver son pied gauche ou bien retrouver un partenaire qui était démarqué. Et malheureusement pour lui, donc, la défense est repositionnée et l'AS Police a pu sauver l'essai. Oui. Je pense surtout que Abem n'a pas l'habitude de se trouver dans cette situation. Ouais. Beaucoup de mes garçons, bien d'autres, parce que je discute quand même de football avec certains joueurs de terrain, le format qu'on leur a proposé ne marque les buts que l'avant-centre. Et il nous faut un avant-centre, ça, tout le monde, je l'entends, les gens, il faut un avant-centre, mais il ne faut pas forcément un avant-centre, il faut des gens qui ont envie de marquer des buts. Oui. Si Abem avait l'habitude d'avoir envie de marquer, il prendrait sa chance. Oui. Et là, il lui faut aussi un brin d'audace. Oui. Je suis sur mon mauvais pied, je tente quand même. Parce que quand il fait la remise à Assami doit faire pareil. Il doit essayer un dribble, essayer d'avoir envie de marquer un but. Parce que là, la facilité voudrait quoi? Il se débarrasse du ballon, c'est contré. Mais bon, c'est des garçons qui ont des qualités, d'énormes qualités. Il faut continuer à travailler, à force d'abnégation, ils arriveront forcément. Oui, sur l'ensemble du match, vous avez vu le résumé. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette rencontre où il y avait beaucoup d'occasions, il y avait de la place pour gagner. Malheureusement, c'est un match nul, des 0 partout. Écoutez, la lecture que je fais sur le plan sportif, déjà, c'est la déception de ne pas prendre des points. Mais elle n'est pas aussi grande que la déception de n'avoir pas pu utiliser Baba. Parce qu'on n'utilise pas Baba Youré, le gardien international du Burkina. Oui. Justement, pourquoi? C'est juste parce que son employeur, Baba, vous savez qu'il est policier. Oui. Donc joue la police. C'est le risque derrière. D'accord. Parce que l'histoire ici dit que l'année d'avant, il aurait marqué un but contre la police en jouant dans un autre club. Et ça, c'est resté dans la mémoire de certains. Mais j'ai envie de dire que quand on est sportif ou qu'on est dirigeant de club, on est sympathisant le football, on doit dépasser certains clivages. On doit dépasser ça. Parce que si Baba ne joue pas en réalité, Yves fait un bon match aujourd'hui. Le match d'après, Yves repart. Parce que ça, c'est la logique. D'accord. Elle peut être interprétée comme ça. Il joue 3 matchs d'affilée. Le Burkina se prive d'un très grand gardien. Parce que Yves, qu'on se le dise entre nous, Yves ne peut pas au jour d'aujourd'hui jouer au niveau international. Mais Baba, lui, il a ce vécu, il a cette expérience. Et nous voyez, on va priver un garçon qui a fait un bon match. Donc, on va freiner son évolution pour amener le gardien international. Mais le gardien international, nous, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Non, quand on joue l'AS Police, on ne peut pas. C'est jouer contre son pays. Non, mais après moi, j'ai envie de poser cette question. Est-ce que c'est stipulé dans le contrat ou bien c'est des règles non écrites qui obligent Baba à ne pas jouer contre l'AS Police? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Je vois que vous êtes un peu frustré de ne pouvoir pas l'utiliser. C'est gentil, vous êtes gentil, je suis remonté. La bêtise humaine, on ne peut pas écrire sur un contrat
attention à la bêtise humaine, la pensée humaine. L'homme aigri, l'homme mauvais, on ne peut pas écrire, on ne peut pas prédire. C'est inadmissible qu'un gardien international qui est en phase de préparation pour le prochain CHAN, Burkina prendra part, qui participe aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prochaine, on l'interdise de jouer dans son pays juste parce qu'il appartient à un corps de métier. Ça, c'est inadmissible. Et quand ça se passe? Le 11 décembre 2020, jour anniversaire du Faso. Donc la fête nationale c'est aujourd'hui. À qui est-ce que vous imputez cette responsabilité que vous qualifiez entre griffes de bêtises humaines? Est-ce que c'est son club qui joue, ou du moins c'est le club auquel il appartient, naturellement, à l'AS Police? Non, il n'appartient pas à l'AS Police. Le péché ici, c'est qu'il soit policier, c'est tout. Ça peut pas être nous. Ça peut être nous, nos dirigeants, nous, nos clubs, notre encadrement, on veut qu'il joue. Le garçon il est en forme. C'est la rampe de lancement de notre jeu. Dans nos sorties de balle, c'est notre libéraux. C'est notre 10. Parce que nous, le 10, c'est celui qui a le ballon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important pour nous qu'on joue. Bon, à quelque chose, bon, d'accord. Il n'est pas qualifié pour jouer. Adam a blessé. Le petit Yves montre ce dont il est capable. Mais nous, on aurait aimé utiliser Baba. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce sentiment qui est cette frustration. Quand Yves, premier match, ne va pas jouer très haut. Quand nous avons Baba, nous sommes encore beaucoup plus haut dans la possession, nous sommes encore beaucoup plus dans la pression, et l'adversaire recule, mais un adversaire qui recule finit par faire quoi? Soit marquer contre son camp ou finit par craquer. Voilà notre frustration ce soir. D'accord, vous avez bien compris. On va voir un tableau récapitulatif voilà, de votre statistique à partir de la 14e journée, et comment le RCK a évolué. Voilà, donc le RCK a eu 5 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites, coach. Alors, c'était à la 14e journée, on a fait ce récapitulatif. Oui. Qu'est-ce que je pouvais dire sur ces statistiques-là? Vous êtes satisfait? Il n'y a pas un entraîneur au monde qui est satisfait de perdre 6 matchs. Mais il y a un entraîneur au monde qui est satisfait de faire 3 clean sheets d'affilée. Ne pas prendre des buts, parce que dans les nuls, en réalité, si vous ajoutez le match de ce soir, nous avons 3 matchs de parité et un match nul. Donc on marque je pense qu'il y a un match nul avec but marqué 1-1 à Koudougou, et les autres c'est le match de parité. Donc c'est aussi intéressant pour nous de ne pas prendre de but. Comme ce soir, en utilisant un jeune qui arrive, certes qui a de la qualité, c'est très important pour nous. Maintenant, gagner, je pense que quand on regarde les temps de passage entre cette année et l'année dernière, nous sommes quand même en avance. Mais on doit pouvoir s'améliorer. D'accord. Et l'amélioration dans le jeu doit se manifester aussi dans la finition, dans la possibilité de marquer des buts. C'est ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui. D'accord. Comme on n'est pris par le temps, on va un peu avancer. On va voir l'ensemble des oppositions de cette 15e journée. Le RCK qui a joué ce soir même face à l'AS Police et qui a fait match nul des 0 buts partout. Vitesse FC sera face à l'AS Sonabel. Raimo FC, ASV, c'est le choc de Bobo Dioulasso. L'AS Douane jouera l'ASEC de Koudougou à Ouagadougou. Uzo Léopard de Saint-Camille, un match à suivre également. Oui, Majestic recevra l'Étoile filante de Ouagadougou à Manga. L'USFA jouera Salitas, un autre choc de cette 15e journée. Et il y a Kozaf Asfaïninga et le RCB jouera le Royal FC. Isaka. Ouais, une journée assez titanesque quand même, hein, parce que quand on regarde quand même les oppositions, on s'entend vraiment à des très chaudes empoignades, surtout que voilà, surtout que le premier match a été match nul ce soir. Forcément, des équipes vont vouloir peut-être profiter de la situation pour se positionner. Et là, c'est vraiment des gros matchs en perspective. Oui, Raimo, ASFB, USFA, Salitas, IB, c'est des chocs. Oui, USFA, Salitas, naturellement, c'est 2 prétendants au titre. À côté, il y a l'Étoile filante de Ouagadougou et Majestic, qui sont quand même 2 équipes qui sont à tendance intéressante. Donc, c'est des matchs qu'il va falloir suivre de très près. Oui, une 15e journée à suivre de très près, puisqu'en tout cas, Salitas et USFA, un match qui sera en tout cas, comme il le dit, tout détruit. Salitas, c'est quand on regarde généralement des compétitions africaines, avec une qualification dans la Besace, ça peut être un autre stimulant particulier. Donc vraiment c'est un match que nous allons suivre avec beaucoup d'intérêt demain. D'accord. Passons à l'autre volet de l'actualité. Un match qui a fait beaucoup de bruit, c'est le match de Champions League, le match de poule et de groupe, voilà, entre Paris Saint-Germain et Başakşehir. Voilà, un match où il y a eu beaucoup de problèmes. On va voir un peu la vidéo de ce problème qu'il y a eu dans cette rencontre où Dembaba, voilà, qui est en pleine discussion avec
avec le trio arbitral. Alors ici, il y a eu, je l'ai dit, problème, parce qu'il y a eu un mot prononcé où il n'a pas été de bon goût, un mot de négro qui a été prononcé. Alors, on parle de racisme. L'entraîneur a dit que, pas l'entraîneur, autant pour moi, selon les informations qu'on a eues, il a même reconnu qu'il n'a pas dit négro, mais il a dit black guy. Voilà, il n'a pas dit négro, il dit qu'il n'a pas dit négro. Oui. Bon, c'est ce qu'on a vu, mais dans tous les cas, c'est des problèmes qui reviennent de façon récurrente. En général, est-ce que c'est bien de dire cela? Est-ce qu'il n'aurait pas pu utiliser un autre mot que de dire négro IB? Bon, je n'en sais rien. Tu sais, l'intention peut aussi ne pas être de blesser son vis-à-vis, mais en même temps, quand c'est des sales habitudes, ça peut être interprété différemment. Et j'ai envie de dire que la personne qui a la légitimité, peut-être sur ce plateau, d'en parler, c'est lui qui a vécu dans un endroit où effectivement le racisme a été beaucoup des trucs. Et aujourd'hui, peut-être, il peut nous en parler un peu plus. Mais ça, c'est des situations, lorsque vous ne l'avez pas vécu, c'est difficile. Donc, très rapidement, est-ce qu'on peut dire que on peut comparer cela du racisme? Écoutez, c'est un racisme, on va trouver des bons termes non intentionnels. D'accord. Parce que à ce niveau, arbitre, entraîneur, joueur, on harmonise le langage. Donc à ce niveau, dans les formations qu'on fait, on évite de frustrer. Parce qu'on vient, le monde au jour d'aujourd'hui, en réalité, il est multicolore. Mais quand vous venez de certains pays, la Roumanie, la France, comme il a dit lui-même d'ailleurs, négro dans son langage maternel, coutumier, c'est comme ça qu'ils appellent le noir. D'accord. Au Portugal, on vous dit négro, c'est pas du racisme. On dit preto, battez-vous. C'est très méchant. C'est du racisme. Là, au Brésil, c'est différent. Vous dites preto, vous dites négro par contre, ils n'acceptent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, d'un pays à un autre, ça, il faut ça. Voilà. Maintenant, quand on sait qu'on vient d'un endroit à un autre, on change, on harmonise le langage pour tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire devant des autres pour arriver à ces frustrations. Et l'UEFA, qui a des campagnes no racisme, no whatever, surtout, devraient l'interdire et peut-être suspendre ce monsieur, je pense que ce serait quand même assez méchant. D'accord. En tout cas, merci coach, merci d'avoir accepté cette invitation. On entendait le générique de fin, voilà, on a un peu empiété sur le temps, oui, mais voilà, merci. Votre disponibilité, c'était pas facile de vous avoir. Tout le plaisir était pour moi. C'est vrai que la dernière fois, pour cause de maladie, on n'a pas pu le faire. Oui. Bon, participer à votre tableau, j'ai l'habitude de vous regarder. Aujourd'hui, j'ai pu le faire avec vous en vrai. C'était un plaisir. D'accord, merci bien. Merci Ibé Cabré, merci à Isaka Ilbodo, merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.